Bienvenue à tous. Donc nous allons démarrer cette journée de coopération entre le Master 2 de Sciences Po Grenoble et nos formations ici, Master 1 et Master 2. Donc pour une seconde session de travail en commun. Cette année, nous avons choisi de retenir un thème forcément d'actualité sur effectivement l'animation démocratique dans les entreprises de l'ESS. Donc je remercie tout particulièrement Amélie Artis, Sciences Po Grenoble, en charge de la formation et donc des étudiants qui vont collaborer avec les étudiants lyonnais cet après-midi. Marie Farr, responsable du M1 ici d'économie sociale et solidaire. Je remercie également nos deux responsables du Master 2 d'économie sociale et solidaire, Saïd Yayaoui et Lassène Abdelmaki, présents sur toute la journée. Nous invitons ce matin Sébastien Gand, de Sciences Po Grenoble également, qui a eu l'amabilité d'animer ce matin notre premier temps fort, qui sera donc une conférence plénière sur ses travaux. Donc justement, l'animation dans les organisations de l'ESS des pratiques démocratiques. Puis nous ferons une petite pause qui permettra aux étudiants de préparer leurs questions sur les différents thèmes qui ont été déjà identifiés et qui permettront d'alimenter les échanges cet après-midi dans le cadre de la table ronde où nous serons présents plusieurs responsables d'organisations d'économie sociale ainsi qu'un consultant et un chercheur qui croiseront leur point de vue justement sur les conditions, les leviers, les difficultés de mettre en place des pratiques en adéquation avec les valeurs des projets, des structures dans lesquelles ils travaillent et ils animent. Voilà, donc je vais laisser Amélie peut-être présenter Sébastien Gand. Bonjour à tous, merci de nous accueillir. Donc tous les années on se retrouve, une fois à Lyon, une fois à Grenoble. Cette année on n'est pas forcément aidé, c'est-à-dire qu'on a quelques petites difficultés pour venir, chez nous il neige. Donc voilà. La prochaine fois, on va faire ça au mois de juillet. Comme ça, il n'y a pas de problème. C'est plus simple. Mais je ne sais pas si ça arrange tous les étudiants. Mais bon, passons. Donc voilà. C'est intéressant justement, à chaque fois, on essaie de travailler sur un thème à un moment donné et faire rencontrer des profils, des approches un petit peu différentes. Aujourd'hui, c'est Sébastien donc, qui va avoir la tâche de vous faire cette première conférence pour introduire la journée. Je vais juste présenter un tout petit peu, mais vous pourrez lui poser plein de questions. Donc commencez à noter vos questions, vous pourrez lui poser plein de questions directement. Sébastien, donc, il est maître de conférence en gestion et donc il a fait sa thèse justement avec un objet en particulier qui était sur une scope et il a questionné la pérennisation et la transformation de ces organisations de manière démocratique. Moi, je voudrais insister sur deux choses qui sont intéressantes dans ce que va nous proposer Sébastien. La première, c'est qu'il n'a pas une approche comparative, dire c'est mieux ici, c'est mieux dans le monde comparatif que c'est mieux ailleurs. C'est pas du tout cette approche-là et c'est pas une approche en termes de performance. C'est vraiment une approche en termes de transformation. Et la deuxième chose qui est intéressante, c'est une approche en termes de dispositif de gestion. Donc il va nous expliquer un peu ce que ça veut dire. Mais ce qui est intéressant, c'est de comprendre aussi que dans les organisations de l'économie sociale, les outils de gestion sont aussi des outils d'animation coopérative. Des outils de gestion ne sont pas neutres, ne sont pas présupposés, et à un moment, ça peut être des bons supports pour le dialogue social, pour le dialogue démocratique dans les organisations. Bonjour à tous, et bravo à ceux aux Grenoblois qui ont trouvé des solutions pour venir assister à la matinée. Merci aussi aux collègues pour leur invitation. C'est toujours un plaisir aussi de venir parler de ces travaux, de ces réflexions et aussi de les mettre en débat avec vous. Parce que moi je vais avoir un peu un rôle, celui non pas de praticien, mais d'essayer peut-être de prendre parfois un peu de perspective, de mettre en discussion, en débat aussi ce qu'on entend par ces termes d'animation démocratique, de gouvernance démocratique, de fonctionnement démocratique qu'on retrouve très régulièrement dans le champ de l'ESS. Alors comme le disait Amélie, moi, je ne suis pas arrivé je dirais à l'ESS et aux questions démocratiques par ce biais premier en fait. Je me suis retrouvé
en thèse, avec un terrain de thèse comme ce qu'on appelle nous un terrain de thèse, c'est-à-dire pour une entreprise, une organisation avec laquelle on travaillait sur leurs problématiques, et leurs problématiques, elles n'étaient pas du tout de nature démocratique. Ils ne nous demandaient pas d'améliorer leur gouvernance démocratique, de réfléchir avec eux à ça. Ils nous demandaient, à une époque où ils connaissaient un certain nombre de transformations de leur métier, j'aurai l'occasion de revenir un petit peu dessus, vraiment de nous concentrer là-dessus. Et puis, moi, il se trouvait que mon directeur de thèse avait plutôt travaillé sur ces questions-là historiquement, donc on les accompagnait là-dessus. Et puis, ils nous disaient quand même, bon, ben, nous, eux étaient autogestionnaires, même avant de devenir ensuite une SCOP. Et puis, un jour, ils nous invitent à leur assemblée générale, en nous disant que c'est quand même bien que vous compreniez, que vous sentiez un petit peu l'organisation aussi par ce biais-là. Et puis, dans cette assemblée générale se passe un certain nombre d'événements dramatiques à l'échelle d'une organisation. Il y a des conflits qui s'y expriment, il y a un comité de direction qui démissionne ou qui est démissionné. Bref, des choses assez importantes. Et moi, ensuite, mon interrogation, c'était tout d'abord de me dire, mais est-ce qu'il y a un lien entre ce qu'on fait, ce qu'on nous demande de faire, c'est-à-dire sur l'accompagnement des transformations du métier, de la manière dont les gens exercent leur métier, dont ils réalisent des prestations, quel type de prestations, et puis le fait qu'il y a un moment, dans une assemblée générale, il y ait une forme d'expression et de défiance très très forte entre les acteurs, et de crise, très clairement, de la gouvernance démocratique. Et voilà, c'est ce à quoi je me suis attelé ensuite, justement en travaillant sur la capacité de transformation, d'adaptation de ces organisations pour se pérenniser, et puis aussi sur le fait que penser le démocratique indépendamment de ce qu'on veut gérer ensemble, de l'activité qui réunit les individus, ça peut être aussi assez vain. Et donc finalement, cette gouvernance démocratique, ce fonctionnement démocratique, il est à nourrir et à réfléchir avec ce qu'on veut faire ensemble. Il n'y a pas de solution sur étagère, et je pense que ça sera un discours que vous allez beaucoup entendre dans ma bouche, mais c'est aussi une formidable opportunité justement de créer, d'inventer des dispositifs qui sont propres, qui ne sont pas importés ou qui sont adaptés depuis des entreprises plus classiques, mais que tout ça, ça demande un travail spécifique, et que ce travail, il faut l'avoir en tête, et s'équiper un petit peu pour le mener. Alors pour ne rien vous cacher, lorsque j'ai eu l'invitation à venir vous causer, donc j'ai accepté avec un grand plaisir, l'invitation était accompagnée d'une page complète de questions sur la démocratie dans l'économie sociale et solidaire. Alors ça vous donne une première idée peut-être des interrogations que le thème soulève dès qu'on l'aborde. Au risque de décevoir peut-être, j'espère pas trop ceux qui m'ont invité, je ne vais pas tout traiter là dans la petite heure que j'ai. On pourra revenir sur certains points ensemble ensuite dans la discussion. Ce qui m'importe ici, c'est plutôt de vous mettre aussi en réflexion en tant que futur responsable de structure de l'ESS que vous êtes, et comment vous pouvez aborder ces questions de démocratie. Alors, pour nous aider, j'ai prévu un PowerPoint très light, justement, en me disant que vous en aviez peut-être souvent beaucoup. Par contre, je vais juste me permettre de commencer. Je ne sais pas si c'est très visible. C'est l'article 1 de la loi de 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, que vous connaissez peut-être. Donc il cherche à circonscrire le champ des organisations de l'ESS en mettant en exergue 3 marqueurs d'une organisation de l'ESS. C'est-à-dire qu'il y a un objet social qui est plus large que la simple logique pécuniaire ou lucrative, et qu'il y a un autre aspect comptable et financier qui est que la majorité des bénéfices, soit l'exclusivité avec certains statuts, l'exclusivité des bénéfices parfois doit être
conservés dans le cadre de l'organisation et ne peuvent pas être distribués sous forme de dividendes. Et puis entre les deux, la tranche de jambon, c'est la gouvernance démocratique. Alors la phrase est un peu alambiquée, on peut la reprendre ensemble. Le marqueur, c'est une gouvernance démocratique définie et organisée par les statuts, on reviendra là-dessus, prévoyant l'information et la participation. Alors cette information et cette participation n'est pas conditionnée par le fait, par une proportion à un apport en capital, par exemple, comme dans des sociétés anonymes capitalistes. Et elle est destinée à la fois à des associés, aux salariés, de manière plus générale, aux différentes parties prenantes de l'entreprise. Alors, cette gouvernance démocratique, ici, vient traduire deux choses. Le fait que, du coup, les droits de vote ne sont pas proportionnels, mais rattachés à chaque partie prenante. C'est le principe démocratique fondamental sur lequel je reviendrai aussi. Donc, une personne égale une voix, qu'elle soit interne ou externe. Et puis ensuite, l'autre élément, c'est que, vous voyez que on ne dit pas d'emblée la gouvernance démocratique, elle prend telle forme ou telle forme. Ça, c'est renvoyé au statut de chaque entreprise. Alors, je dirais que ce n'est pas un défaut d'écriture de la part du législateur, de mon point de vue, mais ça renvoie d'une part à la diversité des organisations du champ de l'ESS, et un des enjeux de cette loi, c'était bien d'instituer en quelque sorte ce champ en tant que tel, dans sa diversité. Mais même au-delà de ça, il aurait été difficile d'aller plus loin. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de forme démocratique unique, adaptée à la variété de chaque situation et à l'évolution de chaque organisation. C'est à construire et à adapter à chaque fois. Et puis l'autre point, c'est que c'est parce que vous instituez des instances, des techniques de décision que ça génère un fonctionnement démocratique. D'accord ? Ça crée un cadre, mais ensuite vous pouvez aussi bien avoir une construction collective forte dans ce cadre qu'un simulacre démocratique. Donc, d'où l'enjeu de l'animation qui est le thème qui vous est proposé aujourd'hui. Alors du coup, je voudrais, et Amélie l'a évoqué dans son propos introductif, abandonner d'emblée une vision entre guillemets romantique du fonctionnement démocratique, qui verrait un fonctionnement spontanément supérieur, meilleur. Toute organisation, quelle qu'elle soit, est un lieu de pouvoir, et tout lieu de pouvoir nécessite d'être régulé. Une organisation qui a un fonctionnement démocratique, mais qui est sous-régulée, qui fait qu'on n'encadre pas assez les relations de pouvoir, ça peut aussi conduire à des relations qui sont pathogènes, qui sont délétères, qui sont de la loi du plus fort. Voilà. Donc, il y a un enjeu de manière générale, quelles que soient les organisations, à trouver un bon mode de régulation de ces relations de pouvoir. Après, tout l'enjeu lorsqu'on veut fonctionner démocratiquement, c'est de trouver les bons modes d'expression de ça. Donc il ne suffit pas de voter pour que ça soit une bonne organisation pour les individus, si je le ramasse un peu directement. Et pour ça, du coup, il y a un travail d'organisation spécifique à faire, exigeant à mon sens, et qui ne peut pas être déconnecté du fait aussi qu'une organisation, a fortiori dans l'économie sociale et solidaire, elle ne se crée pas fondamentalement parce qu'elle veut être démocratique, mais parce qu'elle a un objet social. Et c'est le fait de remplir cet objet social qui lui donne aussi le fondement de son existence. Donc il ne faut pas découpler les deux. C'est-à-dire une organisation qui serait superbement démocratique, mais qui ne répondrait pas à l'objet social pour lequel elle a été fondée, passerait à côté de ses missions et d'ailleurs ne satisferait pas ses membres, d'accord, et ses parties prenantes. Donc pas du démocratique pour le démocratique, uniquement. Et donc ce sur quoi je voudrais vous faire réfléchir ce matin, c'est justement de comprendre un peu les sources de tensions spécifiques qu'il peut y avoir dans le fonctionnement démocratique, la manière dont ça se concrétise, la manière dont ça se travaille. Je voudrais l'aborder dans les minutes qui viennent.
Tout d'abord, en mettant en évidence quelques tensions un peu fondamentales, selon moi, qui traversent la démocratie dans les organisations. Alors, quand je parle de tension, ce que j'entends par tension, c'est le fait que une organisation qui est traversée par des forces qui agissent de manière antagoniste, de manière contradictoire, et ça ne se passe pas que dans l'économie sociale et solidaire. Toute organisation est souvent prise dans des champs de force un peu contradictoires. Simplement, ça va se caractériser, ça va devoir se traiter un peu spécifiquement lorsqu'on veut fonctionner démocratiquement, comme dans le SS. Et c'est en ça que notamment je vais pas mal traiter d'une tension qui est entre l'égalité qu'institue la démocratie, la volonté de gouverner démocratiquement, une personne égale une voix, une forme d'identité qui est instituée. Et puis le fait que souvent dans un fonctionnement organisationnel, on a au contraire besoin de différencier des rôles, différencier des compétences, et du coup, la réconciliation des deux, c'est bien un travail spécifique à ce type d'organisation. Et puis ensuite, je prendrai un petit peu de temps pour traiter quelques problématiques qui reviennent régulièrement, et sur lesquelles on pourra prolonger les échanges et les ouvrir même avec vos expériences sur la circulation des informations, la place du vote dans le démocratique, le temps de la décision, ou encore les missions qu'on peut confier au conseil d'administration par exemple. Alors, je vais commencer par prendre un petit peu de recul historique, parce que vous arrivez à un moment où depuis on est post-crise financière de 2008, il y a une nouvelle vague de l'économie sociale et solidaire, mais il faut savoir que vous avez eu des prédécesseurs. Et vous avez eu des prédécesseurs, il y en a eu dès les années 1840. Ça a été un premier grand moment à la fois de critique sociale et de concrétisation, notamment des premières coopératives. Il y en a eu au tournant du XXe siècle, et il y a eu un grand mouvement, peut-être plus proche de vous, dans les années 60 et 70, dont on trouve encore des traces dans la société aujourd'hui. Donc à chaque fois des grandes périodes de critique sociale traduites par un certain nombre de réponses qui se veulent des alternatives. Alors pourquoi je vous redonne un petit peu de perspective, c'est que les collègues qui travaillent sur ces problématiques-là, tout comme moi, nous ne sommes pas du tout les premiers à nous être penchés sur ce type d'organisation et les problématiques spécifiques qui pouvaient y avoir. Il y a d'autres chercheurs qui s'y sont penchés avant. Pour vous remettre un tout petit peu dans ce qui se passe à l'époque, donc vous avez des premières coopératives de consommation, de production qui arrivent à la fin des années 1840. En France, pour moi, c'est les premières coopératives de production de cette époque-là. Il faut les remettre en réponse à la Révolution française, puisque la Révolution française, en fait, est, je le ramasse un peu rapidement, une démocratie bourgeoise, une révolution bourgeoise libérale, et parmi les décisions qui sont prises, vous avez notamment un décret en 1791 qui s'appelle le décret d'Allard. Vous avez une loi Le Chapelier la même année qui en fait abolissent l'organisation traditionnelle des métiers. Donc, vous avez des ouvriers qualifiés dans tout un tas de domaines qui se forment pendant plusieurs années et qui ensuite auto-régulent dans ces métiers la manière de l'exercer, les relations avec les donneurs d'ordre. Tout ça est interdit par ces deux lois de 1791. Et les premières coopératives sont une réponse à ça, sont une manière de retrouver une organisation collective qui permet de réguler le métier et de faire face aux donneurs d'ordre, l'équivalent d'un patronat. Je vous remets un tout petit peu le contexte, parce que derrière ça, vous avez un contexte d'industrialisation massive qui s'appuie sur une main-d'œuvre déracinée des campagnes, peu éduquée, vivant dans des conditions misérables. Je renvoie
au grand roman de l'époque. Et vous avez plusieurs grandes options qui s'opposent. Très schématiquement, vous avez une voie marxiste révolutionnaire, une voie réformatrice syndicale par la voie de la négociation collective, et puis vous avez une voie socialiste autogestionnaire, auto-organisée, à laquelle on pourrait rattacher la tradition coopérative. Alors, cette dernière est-elle une voie prometteuse? Voici le résumé qu'en font deux Anglais qui s'appellent Béatrice et Sidney Webb, qui sont des socialistes, ce qu'on appelle Fabian, qui défendent un développement de la négociation collective au début du XXe siècle. Et donc, ils ont devant eux le phénomène à ce moment-là, au tournant du XXe siècle. Et en 1920, après une vingtaine d'années à écrire notamment sur des sujets de ce type, voilà ce qu'ils en concluent. Donc, all such democracies of producers either fail or cease to be democracies of producers. Donc toutes ces démocraties de producteurs, soit elles font faillite, soit elles cessent d'être des démocraties de producteurs, c'est-à-dire de fonctionner démocratiquement. Et cette thèse, elle va être longtemps admise et renforcée par d'autres travaux, et c'est ce qu'on va ramasser ensuite sous le qualificatif de thèse de la dégénérescence. C'est-à-dire que toutes ces initiatives de démocratie organisationnelle finissent par dégénérer, c'est-à-dire perdre leur capacité soit à réaliser leur objet, à être performante malgré tout de ce point de vue-là, avoir une relative efficacité dans leur action collective, soit à fonctionner démocratiquement. Alors je vous rassure, cette thèse elle a depuis été critiquée, a été mise à mal, parce que notamment elle est trop déterministe et qu'elle ne tient pas compte de la capacité justement des organisations et de leurs membres à impulser des transformations, à les régénérer, à réinventer des modes de fonctionnement adaptés. Je vais y venir ensuite. Mais dans l'immédiat, elle met malgré tout le doigt sur certaines difficultés, certaines tensions qui peuvent être propres justement à la volonté de concilier cet objet, cette relative efficacité nécessaire de l'action collective, parce que quand vous êtes dans une coopérative, vous évoluez sur des marchés qui sont concurrentiels, par exemple, et puis d'avoir une gouvernance, voire d'aller plus loin même sur un fonctionnement démocratique. Ce que j'entends par là, c'est d'avoir un fonctionnement qui est participatif et ouvert notamment à une prise de décision plus collective. Alors, les deux risques de dégénérescence, on peut les reprendre. Vous avez tout d'abord, dans les organisations démocratiques, une tendance à l'oligarchisation qui est identifiée, c'est-à-dire à la confiscation du pouvoir par une élite. Donc ça a été identifié puis conceptualisé par un sociologue qui s'appelle Roberto Michels dès 1911, et c'est ensuite ce qui a été appelé la loi d'airain de l'oligarchie. Il y aurait une tendance inévitable à l'oligarchisation des organisations. Donc l'idée, c'est que derrière tous les postes de direction, de gouvernement, tendent dans le temps invariablement à se concentrer sur une petite minorité, ce qui fait qu'au fur et à mesure, ça transforme les différents espaces-temps démocratiques, les réunions, les assemblées, les conseils, en simulacres d'expression démocratique, et du coup ça démobilise en retour les membres de l'organisation. Ça, c'est le premier risque. Donc, c'est vous cessez d'être démocratique. L'autre, c'est à l'opposé, ce qui a été mis en exergue, c'est que si vous vous concentrez uniquement sur le fait d'avoir un fonctionnement démocratique très direct et assez invariable, vous risquez de vous enfermer dans une gestion où vous êtes en permanence en fait réunis à traiter tout l'ensemble, tous les problèmes en permanence, en agora, en train de débattre, je dirais, au lieu de produire, au lieu de faire. Et ça, c'est un autre écueil qui peut conduire à la dégénérescence, qui peut complètement ankyloser une organisation. C'est ce qui a été qualifié, là j'ai deux expressions que j'ai retenues ici par exemple. La première, c'est quelqu'un qui s'appelle Joe Freeman,
qui est une militante américaine féministe, qui a notamment été assez active à la fin des années 60, et qui voyait se structurer ou se non structurer en fait les mouvements féministes auxquels elle participait, et qui en a tiré une expression qui est the tyranny of structurelessness, la tyrannie du refus de la structuration, de la non-structuration, qui du coup se fait au détriment de la capacité du mouvement à faire avancer ses idées, son objectif. Et l'autre élément, c'est voilà, le risque entre démocratie et ultra-démocratie. Ça, c'est Francis Leggiani qui le qualifie comme ça, c'est-à-dire le fait que n'importe quel problème de gestion se traite en démocratie directe, donc en agora permanente, et là aussi, du coup, les coûts de gestion démocratique, de gouvernance démocratique deviennent extrêmement importants, là aussi, au détriment de l'efficacité et au risque d'une faillite. Alors, le souci du coup, ce qu'on en tire, c'est que le souci de l'efficacité de l'action collective ne peut pas être évacué de la réflexion lorsque on établit un fonctionnement démocratique. On est amené à articuler les deux et à s'interroger sur l'impact de l'un sur l'autre. Dans quelle mesure je peux piloter mon activité et introduire de la régulation démocratique dedans? Quelle forme ça peut prendre? C'est ça aussi qui amène à parfois être créatif, à réfléchir à des innovations possibles, parce que tout ça ne se fait pas uniquement par du vote, par exemple. Fonctionner démocratiquement, ce n'est pas que du vote. Donc, ça ne peut pas se faire indépendamment de l'activité considérée. Donc on va chercher derrière ça des incarnations, ce que j'appelle des incarnations du fonctionnement démocratique, des traductions, qui sont pour partie dépendantes des caractéristiques, des contraintes de l'activité et de son évolution. Ce que je voudrais approfondir ici sur une tension particulière sur laquelle j'ai plutôt travaillé, qui est celle de justement la différenciation des savoirs et des compétences dans l'organisation. Alors je vais m'autoriser un dernier détour historique qui est bien plus lointain que le 19e siècle, mais qui va nous permettre de poser un peu, de déconstruire un peu cette problématique, qui est de se renvoyer au gouvernement de l'Athènes antique. Donc on est autour du 6e et 5e siècle avant Jésus-Christ. Et qu'est-ce que pose la réflexion démocratique à l'époque? Elle pose que la démocratie présuppose une égalité des membres du dème. Alors le dème, dans l'Athènes antique, c'est la circonscription. Et le dème, ça renvoie, pour nous, ça pourrait renvoyer par extension à l'organisation pour notre groupe. Une égalité, c'est une absence de différence. C'est une forme d'identité dans l'idéal démocratique. Et cette identité, je voudrais insister sur le fait que c'est une égalité, une absence de différence en termes de distribution des pouvoirs, mais de manière plus implicite, dans le modèle fondamental, qui est aussi une identité en termes de savoir, c'est-à-dire de capacité à participer, de connaissance, de circulation d'informations. Alors c'est un idéal, bien évidemment, on peut voir, quand on différencie, on ne reconstruit pas les gens, et heureusement qu'ils ne sont pas tous pareils. Mais on est obligé de s'interroger dans l'évolution de l'organisation sur ce qui implique de différencier les rôles, les compétences sur le fonctionnement démocratique. Et comment on peut le traiter peut-être spécifiquement à certains moments dans justement des organisations qui veulent fonctionner démocratiquement. Alors, tout d'abord, une identité de pouvoir, c'est ce qui exemplifie la technique du vote, qui donne à chaque membre le même poids d'expression, et ce que rappelle d'ailleurs l'article 1er de la loi de 2014. Alors ce qui est intéressant au passage, c'est de voir que le vote, ça n'est qu'une technique démocratique parmi d'autres. Il y a tout un tas de collègues en sciences politiques qui d'ailleurs travaillent sur les techniques démocratiques. Si on reste chez les Grecs antiques, ils avaient une autre technique
démocratique très courante, qui était le tirage au sort. Pourquoi il pouvait se permettre de faire du tirage au sort? C'est notamment, il l'utilisait chaque année pour déterminer les membres de ce qui s'appelle la boulée, c'est-à-dire c'était l'assemblée qui était en charge d'écrire et de mettre en œuvre les lois de la cité. Et ces membres étaient tirés au sort pour un an. Chaque année, on retirait au sort. Alors on les tirait au sort, pas complètement au hasard. Il fallait déjà être citoyen athénien, tout le monde ne l'était pas, loin de là. Mais on les tirait au sort aussi parmi des listes qui étaient établies, et des listes de citoyens dont les compétences et les capacités avaient été établies. On construisait, en quelque sorte, une égalité, une identité de capacité à participer, à écrire la loi. Et à partir de là, quand vous avez construit cette égalité, vous pouvez vous permettre de tirer au sort. Et ça a d'ailleurs plein de vertus démocratiques, le tirage au sort, quand vous êtes dans ce cadre-là. Notamment, ça évite la démagogie, les campagnes démagogiques dans le cadre de campagnes électives. Et puis, ça évite aussi les collusions d'intérêts. Ça a aussi certaines vertus. C'est aussi pour se dire que parfois, il peut aussi sortir le vote, n'est pas que la seule technique possible. Par contre, il y a un certain nombre de prérequis pour pouvoir utiliser d'autres techniques, notamment en l'occurrence le tirage au sort. Alors si j'en viens justement sur cette égalité, cette identité de savoir qui est présupposée, de compétences, qu'est-ce qu'on fait à travers ça? C'est que chaque membre de l'organisation, à travers cette égalité, il est constitué en pairs, P-A-I-R. Ce sont des organisations de pairs. Et on cherche à encadrer aussi l'usage des savoirs. C'est intéressant si je fais un dernier détour pour aussi continuer à réfléchir et à ouvrir des voies là-dessus. Vous avez un ouvrage intéressant en termes qui renvoie aussi à des débats contemporains, au-delà même des organisations de l'économie sociale et solidaire, d'un historien qui s'appelle Paulin Ismar, et qui a écrit récemment, en 2016 ou en 2015, La démocratie contre les experts. C'est un travail historique donc, qui se passe au premier temps de la démocratie athénienne, au 6e, 5e siècle, avant Jésus-Christ. Et pour pouvoir conserver justement la démocratie la plus pure, les Athéniens avaient fait le choix d'affecter les fonctions d'expertise, qui requéraient une technicité particulière pour être assumées, notamment toutes les fonctions d'administration. Ce n'étaient pas des citoyens qui les assumaient, c'était des esclaves publics. Alors il faut se remettre, éviter l'anachronisme, il faut se remettre à l'époque, mais quel était l'objectif visé d'un point de vue démocratique? Il était justement de faire attention au fait que si vous avez des individus qui ont un savoir trop différencié, trop incontournable, alors ils prennent une place elle-même incontournable dans l'organisation, et que avoir un savoir différencié, avoir un savoir expert, c'est aussi un facteur de pouvoir politique. Et dans la logique des Athéniens de l'époque, c'était du coup un ennemi de la démocratie. Donc il faut prendre ce qu'il y a à prendre dedans, c'est-à-dire surtout réfléchir sur le fait que la distribution des savoirs, la distribution des compétences, l'accès au savoir n'est pas du tout neutre ensuite en termes de fonctionnement démocratique, et que c'est un enjeu à ce que ça ne soit pas confisqué par certains, et qu'il y ait bien une capacité ensuite de débat, d'échange sur ces savoirs. Alors je reviens du coup plus au cœur de notre propos. Du coup, il y a une tension spécifique dans le fonctionnement démocratique, justement, autour de la différenciation des savoirs, qui apparaît d'ailleurs souvent pour des raisons positives. C'est parce que l'organisation se développe. Vous avez une division du travail progressif qui apparaît souvent parce qu'il y a de la croissance, parce qu'il y a du développement de nouvelles activités. Vous avez une différenciation des compétences pour le bien de l'activité, parce que ça vous permet d'avoir un bon niveau d'expertise, de maîtrise technique par rapport à des concurrents, de mieux rendre service à vos clients ou à vos usagers ou aux personnes auxquelles vous cherchez à rendre service.
parce qu'il y a une certaine technicité. Et puis, vous avez une différenciation des connaissances aussi, suivant la position occupée dans l'organisation, dont souvent le développement et la croissance va limiter au fur et à mesure les espaces d'échange informels qui peuvent éviter lorsque vous êtes au départ 5, 6, 7, 8. Voilà, l'effet de taille conduit souvent à une certaine formalisation des échanges et de la circulation des savoirs. Alors, ce que je vais appeler la différenciation des savoirs, dans un sens assez large, qui inclut aussi bien des compétences, des connaissances, ça n'est pas propre aux organisations de l'ESS fonctionnant démocratiquement. Toute organisation est traversée par ça au cours de son développement. Par contre, ça pose un problème particulier dans une organisation qui se veut démocratique, car, comme je viens de vous le montrer sur l'exemple athénien, ça porte le risque de faire justement dégénérer l'organisation démocratique, de l'oligarchiser, hein, c'est ce qu'avait bien observé Roberto Michels, et de désengager les autres membres qui n'auraient du coup plus vraiment ni les moyens de participer, ni l'envie, ni l'intérêt de participer à des simulacres démocratiques. Alors une fois qu'on a posé ça, c'est pas du tout une aporie, c'est pas un problème sans solution. Par contre, en avoir conscience, ça veut dire le traiter spécifiquement. Ensuite, lorsqu'on va introduire des nouveaux outils, lorsqu'on va différencier les rôles, pour s'assurer que, à côté d'un mouvement de différenciation des savoirs, des rôles, des compétences, il y a un mouvement de balancier qui est pensé, qui est d'intégration de ces savoirs. Comment on s'assure que, en face de la différenciation, il y a aussi une capacité qui est maintenue à instruire collectivement des questions, à en discuter, à en débattre, et qu'on n'a pas au fur et à mesure justement une pente dégénérescente qui peut très vite venir, et qui fait que vous avez une direction qui va agir dans son coin et qui au fur et à mesure va rendre des comptes assez formels année après année. Ça ne veut pas dire que l'organisation n'est pas efficace, ça veut dire qu'elle a adopté un fonctionnement démocratique qui devient de plus en plus formel. Alors, pour continuer à illustrer mon propos, je voudrais prendre ce qui est le cas le plus favorable pour fonctionner démocratiquement. Et pourquoi c'est le cas le plus favorable? Le cas le plus favorable à un fonctionnement démocratique, c'est celui d'un fonctionnement de pair, PAIRS. Et voilà ce que disent par exemple Saint-Saulieu, Tixier et Marty, qui ont étudié justement des organisations fonctionnement démocratiquement, particulièrement des coopératives. Ils reviennent à l'origine des coopératives et ils notent donc qu'elles ont été créées dans des secteurs où le métier est une valeur et un mode de travail, donc on en a trouvé historiquement beaucoup dans l'imprimerie, et où le capital nécessaire n'est pas très important. Les principes constitutifs du fonctionnement apparaissent faciles à mettre en œuvre dans une société où domine le métier qui institue directement une parité professionnelle. Les gens font le même métier, ils ont les mêmes compétences, les mêmes qualifications, qui se ressemblent beaucoup. Et du coup, l'égalité de vote et l'appropriation collective des bénéfices sont des corollaires de la parité au travail. Ça, c'est le cas le plus favorable. J'ajouterai un autre élément facilitant qui n'est pas complètement explicite ici, qui est la relative autonomie dans la réalisation du travail. Plus vous avez des gens qui se ressemblent et plus vous avez des gens qui, dans l'activité qu'ils ont à faire, sont autonomes les uns par rapport aux autres, plus ce qu'ils ont à gérer ensemble se réduit. Et moins vous avez de choses à gérer ensemble, plus c'est facile de le faire démocratiquement. Donc plus on veut intégrer les activités des gens ensemble, plus on a de choses à gérer ensemble, plus c'est un défi de le faire démocratiquement. Donc ça, c'est un élément vraiment à avoir en tête. Prenez un cabinet de médecins libéraux. C'est très facile de penser son fonctionnement démocratique. Un cabinet de médecin libéral, qu'est-ce qu'il a à gérer en commun? Un local, une répartition de loyer du coup, un secrétariat médical, éventuellement des achats de fournitures en commun. Les problématiques gestionnaires sont relativement restreintes. Ensuite, chacun va voir ses patients et traite ses patients de manière autonome. En revanche, si on commençait à vouloir gérer collectivement
ce que sont les consultations des patients, éventuellement ce qui est même la patientèle. Cela renforcerait les problématiques de gestion collective et ça poserait des enjeux de régulation démocratique particuliers pour lesquels il faudrait inventer ou créer des solutions propres. D'accord? Donc, dit de manière ramassée, moins on a de choses à gérer en commun, plus c'est facile d'être démocratique. D'accord? Donc là aussi, dans la manière parfois dont sont critiquées des organisations pour un fonctionnement démocratique plus ou moins explicite, attention, c'est facile d'être plus ou moins facile de fonctionner démocratiquement et d'en avoir une expression directe suivant les cas. Surtout que, encore une fois, ce n'est pas un aboutissement en tant que tel, comme je voulais expliciter précédemment. Et puis il y a un troisième élément qui est facilitateur. Donc premier élément, le fait d'être homogène, plutôt en termes de compétences. Le deuxième élément, plutôt d'être autonome, ce qui limite ce qu'on a à gérer en commun. Et le troisième élément, qui est quand même un facteur de contingence important, qui est la taille du collectif. C'est quand même plus facile de faire circuler des connaissances, d'avoir des interactions plus directes dans des petits collectifs. Lorsque vous avez des organisations qui fonctionnent démocratiquement, qui sont en forte croissance, souvent un des enjeux, c'est de réussir aussi à avoir un premier niveau de structuration qui reste à une taille de quelques dizaines de personnes pour les collectifs. D'accord. Et ensuite, il y a des effets d'agrégation et forcément, on y perd un peu en échange direct. Mais là aussi, attention, hein, c'est pas une problématique qui est propre à des organisations qui fonctionnent démocratiquement. Hein. La perte du contact direct, elle vaut pour toute organisation. Là, c'est plutôt aussi la manière dont éventuellement ça se pose et ça se régule spécifiquement qui est à prendre en compte. Alors, quand les conditions sont moins favorables, est-ce qu'on est condamné? Bien sûr que non, mais il y a un traitement spécifique à apporter et une attention spécifique à apporter à cette tension entre justement différenciation et intégration. Et je vais aborder dans les minutes qui me restent quelques points spécifiques dans la manière dont on peut les traiter. Alors, avant cela, je voudrais quand même dire justement quelques mots sur ce qu'on entend par gestion. Amélie en a dit quelques mots en introduction et comment elle peut être appréhendée pour les organisations de l'ESS selon moi. Donc aujourd'hui, on a un certain nombre de travaux qui soulignent, à juste titre, qu'il y a une vague de managérialisme dans de nombreuses structures, c'est-à-dire que vous avez l'introduction d'outils de gestion qui sont importés directement du monde de l'entreprise, et ce qui, si on suit la logique introduite précédemment, c'est-à-dire c'est l'introduction du ver dégénérescent dans le fruit de l'organisation démocratique. Alors pour moi, c'est pas vraiment le problème, c'est pas tellement la question de la gestion ou des outils de gestion de manière générale. C'est plutôt de quoi on parle, de quels outils, de quelle gestion, de quels outils de gestion, de quels dispositifs de gestion on parle. La gestion, ça sert au pilotage des organisations, des collectifs, quels qu'ils soient. Et en revanche, il y a bien un enjeu d'adaptation, de conception propre à chaque contexte et à chaque objectif. Donc si vous introduisez un outil de gestion qui est effectivement très orienté sur une performance économique, sur le fait de faire évoluer des gens dans une organisation hiérarchique alors que vous faites la promotion d'un modèle alternatif, effectivement, ça risque de poser problème. C'est pourquoi, du coup, l'introduction de nouveaux outils de gestion dans une organisation démocratique, justement, il faut faire très attention à ne pas forcément introduire des outils pris sur étagère, en disant ça va aller mieux comme ça. Il faut s'interroger systématiquement. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut jamais le faire. Par contre, il faut s'interroger systématiquement sur l'impact que ça peut avoir, notamment sur le fonctionnement démocratique
mais pas uniquement d'ailleurs, même si c'est l'animation démocratique dont on parle aujourd'hui. Quel est l'impact sur l'engagement des membres, sur leur place, mais aussi sur la bonne réalisation des activités de l'organisation. Donc il y a un effort d'adaptation, de conception spécifique, et ça sera sûrement vos rôles dans les années à venir en tant que futur manager dans ce type d'organisation, d'innovation locale, pour que justement il y ait des transformations qui aient lieu et qu'elles contribuent à pérenniser ce type d'organisation dans le temps. Et là, je voudrais juste vous l'illustrer aussi en vous montrant que l'impact et le fonctionnement démocratique, il ne se passe pas forcément là où on le pense immédiatement, c'est-à-dire au niveau des instances de gouvernance. Lorsque j'étais avec mes collègues durant ma thèse et qu'on faisait une recherche-intervention avec un cabinet d'expertise et de conseil auprès des comités d'entreprise, donc ce qui est aujourd'hui une scope d'environ 400 salariés. On avait travaillé à adapter à l'époque l'entretien annuel d'évaluation était un outil RH qui devenait obligatoire dans l'ensemble des entreprises. Donc chaque année, vous devez avoir un échange avec votre responsable hiérarchique sur votre activité passée et future. Et c'était l'objet d'une crispation assez forte dans l'organisation au moment où on y était. Notamment parce que de tradition autogestionnaire, avec du coup plutôt construite, si vous voulez, en opposition avec un fonctionnement hiérarchique classique. Alors surtout, en allant un petit peu plus loin, ce qu'il en était ressorti, c'est que c'était pas forcément adapté, au-delà même de ce que pensait idéologiquement un certain nombre de membres. C'était aussi, mais vous allez évaluer des compétences, par exemple, mais pourquoi? Pourquoi faire alors qu'il n'y a pas d'enjeu de rémunération derrière, il n'y a pas d'évolution hiérarchique à venir. Donc, évaluer pour évaluer. Pourquoi faire, si ce n'est effectivement pour se mettre en accord avec le droit du travail, ce qui est important au passage. Mais est-ce qu'on ne peut pas faire autre chose que du coup un espèce de simulacre d'entretien juste pour être en accord avec le droit du travail? Et en travaillant donc avec un certain nombre de groupes et certains membres, il y avait deux opportunités qui étaient apparues à travers ces entretiens. C'était d'en faire plutôt des entretiens, non pas d'évaluation, mais des entretiens de parcours. C'est-à-dire qu'il y avait une volonté des consultants de pouvoir se projeter de manière un peu plus lointaine dans la construction de leurs compétences, dans le fait de pouvoir se spécialiser sur certains secteurs, mais que se spécialiser sur certains secteurs dans une organisation démocratique, ça pouvait poser certains problèmes, parce que se spécialiser sur certains secteurs, il y a des secteurs qui sont plus intéressants que d'autres, il y a des missions auprès de clients qui sont plus faciles que d'autres, qui sont plus rémunératrices que d'autres aussi. Donc il y a un enjeu à maintenir une certaine équité et à organiser une régulation collective aussi de ces affectations. Et donc ces entretiens ont été adaptés, alors je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais sont devenus des entretiens de parcours qui en fait sont aussi l'occasion d'un moment d'échange avec le dirigeant local, qui lui a une vision assez lointaine de ce que font les gens au quotidien. Donc ça lui permet de comprendre ce qu'ils font, ça lui permet aussi de recueillir un certain nombre d'éléments stratégiques, qui sont que quand vous êtes sur des activités de consultant, celui qui connaît mieux le client, c'est le consultant, c'est pas le dirigeant dans un cabinet. C'est celui qui travaille la demande du client, qui voit les besoins du client. Et donc, tout ça, quand vous êtes dirigeant élu, vous n'en avez pas une vision synthétique. Donc c'est aussi un élément qui vient nourrir la réflexion stratégique de l'organisation. Cet outil RH d'avoir un entretien de parcours annuel. Donc la stratégie, on ne la fait pas que quand on est en conseil d'administration, ou quand on est en comité de direction. D'accord ? Il y a d'autres moments où ça se nourrit, notamment parce qu'on organise cette fameuse circulation des savoirs. Et derrière, la régulation démocratique introduite, elle était aussi qu'il y a une
synthèse qui soit produite par les dirigeants qui disent un tel, on va plutôt l'affecter prioritairement sur tel secteur. Et tout ça a été mis au regard d'enjeux de développement pour le groupe dans lequel il participait, de manière générale pour l'entreprise. Et c'était mis en discussion lors de réunions de groupe. Donc c'était public. Et alors c'est pas parce que vous avez produit ça que c'est forcément consensuel. Mais vous avez instruit une manière de différencier les individus tout en l'inscrivant dans un projet collectif et dans une régulation démocratique, puisque tout ça faisait l'objet d'un vote in fine, pas en amont. Donc un outil de GRH que vous êtes obligé d'introduire de manière très classique, le droit du travail. Dans le droit du travail, vous avez notamment un aspect hiérarchique. Vous pouvez le travailler, je vous prends là un exemple, on pourrait en prendre d'autres, et vous en avez sûrement d'autres peut-être en tête. On peut l'adapter aux besoins spécifiques de l'organisation. Par contre, ça demande un travail où vous passez du temps à vous poser des questions, à expérimenter. Et c'est comme ça que vous faites vivre et évoluer aussi votre fonctionnement démocratique et que vous régulez aussi de manière un peu souterraine ou en dehors enfin souterraine, pas forcément le bon mot, pas souterrain, mais en dehors des instances les plus formelles. C'est vous montrer que tout ça peut aussi avoir du sens dans le pilotage de l'activité plus quotidienne. Et donc derrière, avec des enjeux sur la circulation de ces connaissances produites et partagées qui n'existaient pas non plus préalablement. C'est-à-dire qu'en introduisant ces temps de rencontres, vous régulez démocratiquement, mais vous aidez aussi l'organisation à développer sa stratégie. Donc ça il y a aussi un enjeu fonctionnel. Donc les pairs, au final, de cette organisation, on les différenciait un petit peu plus dans leurs activités quotidiennes. Ils étaient un peu moins pairs dans leurs activités, mais tout ça s'inscrivait dans une régulation et une recherche d'équité démocratique. Alors, je voudrais terminer avant qu'on puisse échanger en balayant quelques problématiques. La première d'entre elles, sont les fonctions de direction. Alors, les fonctions de direction dans les organisations démocratiques, elles sont souvent exposées. Elles sont souvent au cœur aussi de la tension de dégénérescence entre efficacité versus démocratie. Alors, elles sont souvent exposées, ça peut être soit parce que il peut y avoir une dérive autarcique de ces fonctions de direction, soit parce qu'elles sont aussi exposées à des critiques permanentes qui rendent difficile le fait d'occuper des fonctions de direction dans ce type d'organisation. Je pense qu'il y a un marqueur souvent qu'on voit beaucoup en région parisienne, notamment, je dis ça parce qu'il y a beaucoup de têtes de réseaux associatifs, et ce qui est assez impressionnant, c'est de voir le turnover des fonctions de direction, directeur général et les principales fonctions de direction dans ce type d'organisation. Les gens restent 2, 3, 4 ans sur leur poste et après changent. Encore ils changent parce qu'il y a d'autres possibilités, mais souvent, pour le connaître d'un peu près, ils changent parce qu'ils sont épuisés d'essayer de tenir ces fonctions pendant 2, 3, 4 ans. Parce qu'il y a une absence ou une mauvaise régulation aussi des relations, soit avec les membres de manière générale, qui font qu'il y a beaucoup de choses qui les exposent au quotidien. Alors, pour essayer de mieux le réguler, d'avoir des fonctions de direction qui sont adaptées à ce type d'organisation, il y a eu plusieurs voies qui ont été explorées et documentées par la littérature. Il y en a une première qui est d'être, effectivement, si vous allez chercher un dirigeant qui n'a travaillé que dans le privé, qui n'a que ce type de référentiel, là encore, vous risquez d'introduire le ver dans le fruit. Donc, qui a été de dire, attention, à côté des compétences professionnelles, il faut être attentif dans les processus de recrutement, à l'engagement de
de ces personnes dans le projet et à leur compréhension de ce qu'implique un fonctionnement ou une régulation démocratique. C'est-à-dire que là aussi, ce sont des compétences particulières que de savoir manager dans un environnement démocratique et d'animer une gouvernance démocratique. Et pas que des aspects techniques de savoir faire un plan stratégique ou savoir élaborer un tableau de flux de trésor. D'accord ? Donc ça, ce sont des compétences particulières. Et puis, il y a un autre versant qui a été au niveau des individus, alors plus dans une tradition autogestionnaire, qui a été d'imposer une rotation des postes de dirigeants. D'accord ? Donc ça, c'est sain. Par contre, ça implique un certain nombre de contraintes, là aussi en termes de parité, c'est-à-dire que l'organisation, il faut qu'elle soit en capacité de générer, entre guillemets, un réservoir suffisant de dirigeants potentiels. Je vous renvoie à ce que je vous disais sur le tirage au sort dans la Grèce antique, c'est-à-dire qu'il faut qu'à un moment, vous ayez suffisamment de personnes qui soient prêtes ou préparées à prendre des fonctions de direction. Donc ça aussi, c'est pas infaisable, mais ça s'organise. Comment vous allez penser le parcours des personnes dans l'organisation pour qu'elles prennent tel ou tel poste, qu'elles développent telle capacité, telle compétence dans ce cadre-là, et dans la succession de ces postes, qu'elles soient préparées à un moment à pouvoir assumer des fonctions de direction. Donc ça, c'est une contrainte propre, par exemple, à l'autogestion. Alors nous, on avait exploré avec des collègues une voie complémentaire qui était aussi de réfléchir à mieux inscrire ces fonctions de direction des fois dans une régulation démocratique. Je vais revenir sur un exemple sur le cas du cabinet de conseil et d'expertise auprès des comités d'entreprise dont je parlais précédemment, où quand on intervenait auprès d'eux, la direction était assurée par 4 personnes, donc il y avait un comité de direction de 4 personnes, et au moment où il y a eu cette crise de gouvernance, le comité de direction était très critiqué, notamment car jugé trop opaque ou ne respectant pas le programme sur lequel il avait été élu. Alors, on avait été mandaté pour mener un peu une étude des causes de cette crise, et ce qui apparaissait selon nous, c'était que la problématique, là où elle était renvoyée souvent à des questions de personnes, était à notre sens beaucoup plus structurelle. En tout cas que, même si éventuellement il pouvait y avoir des questions de personnes, on ne la résoudrait pas sans traiter des questions plus structurelles, qui étaient que ces comités de direction, en fait, alors que l'organisation avait beaucoup cru qu'il y avait des problématiques beaucoup plus compliquées qui étaient apparues, qui devaient être traitées, elle était isolée. Elle était complètement isolée, elle était embolisée parce que tout lui retombait dessus, et qu'il n'y avait aucune structure intermédiaire où pouvaient s'échanger notamment des informations dans les deux sens, descendant de la direction vers les groupes et les membres, mais aussi ascendante, faire remonter un certain nombre de problématiques et d'informations. Et du coup, il y avait un enjeu très important à travailler au désenclavement de cette fonction de direction, en instaurant de nouvelles structures qui permettaient de représenter les différents groupes, en instaurant un collectif d'experts qui permettait aussi et c'est là où je veux en venir, de soutenir la direction, mais aussi d'en réguler le fonctionnement. Pourquoi ? Parce que ce faisant, on l'aide à travailler, mais le meilleur moyen aussi de contrôler des dirigeants dans leur réflexion et leur action, c'est pas forcément d'être a posteriori au moment d'un vote ou autre. C'est en fait d'être actif au moment où cette réflexion est menée. D'accord ? C'est être au cœur de la réflexion. Et du coup, à ce moment-là, les dirigeants sont aussi obligés d'expliciter et d'articuler leur réflexion avec d'autres membres. Donc ça, c'est un point important selon moi. On parle souvent du contrôle des dirigeants. Le contrôle dans l'action, c'est le moment où aussi on apprend des choses, où on est en capacité de discuter. C'est pas forcément quand on vous les présente toutes ficelées au moment d'un conseil d'administration ou dans une assemblée générale, où généralement on est plutôt là pour entériner un certain nombre de choses, ou alors ça veut dire qu'il y a un dissensus très fort. Je vais y revenir.
un corollaire pour moi, c'est du coup aussi une autre problématique, c'est celle de la participation que je viens d'introduire dans les instances, en disant, bon, souvent c'est peut-être un petit peu formel ce qui s'y passe. Il y a tout d'abord un enjeu, et il ne s'agit pas du tout de l'oublier, de bonne circulation de l'information, d'accessibilité de l'information, de formation des membres, des élus de manière générale. Donc ça, il ne faut pas du tout. Moi, j'ajouterais que là aussi, il est bon de s'interroger sur les activités que vous confiez dans ce type d'instance à ces membres et à quel moment vous le faites. C'est-à-dire, soit vous les réunissez tous les 2 mois et vous discutez sous forme un peu de compte-rendu ou de mise au vote, de choses qui sont préactées souvent, qui ont été travaillées en amont, soit sur des sujets par exemple qui peuvent apparaître conflictuels ou qui méritent une véritable instruction. Vous investissez les membres de ces instances de gouvernance dans l'instruction de ces problématiques. Voilà. Sur quel type de financement par exemple on accepterait, quel type de partenariat. Et vous construisez des petits groupes comme ça, en articulation avec des membres de la direction. Alors ils ne vont pas y investir autant de temps, il ne s'agit pas du tout de dire que... Mais vous les mettez dans une posture active, une posture d'apprentissage, une posture d'interrogation, une posture aussi de mobilisation des compétences et des connaissances des membres que vous faites rentrer dans le conseil d'administration. Ça évite aussi des fois un peu l'essoufflement qu'il peut y avoir, bien évidemment, dans les conseils d'administration quand vous y participez, que vous êtes plutôt une chambre d'enregistrement. Et j'insiste encore là-dessus, c'est pour moi un bon moyen de contrôle et d'appui, à la fois de contrôle et d'appui de l'action des dirigeants, ce type de fonctionnement. Un point sur la place du vote. Alors, la place du vote, pour le dire de manière un peu crue, le vote, c'est effectivement un outil de décision assez pratique, mais c'est autant un outil de décision qu'un facteur de division. Vous pouvez faire passer un projet à 60%, une majorité de 60% dans une organisation démocratique. Vous aurez fait passer votre décision, ça peut très bien être une victoire à la Pyrrhus. Si vous avez 60%, vous n'avez pas un consensus sur ce que vous venez de faire passer. Et ça amène à une réflexion dans les organisations sur justement comment on construit du consensus et comment finalement, à quel moment le vote intervient. Et qu'est-ce qui est important dans le vote? Qu'est-ce qui vient traduire? Symboliquement, c'est bien quand on a réussi à instruire une problématique, à construire progressivement du consensus. Le consensus, c'est pas forcément du consensus mou. Ça veut dire qu'on a réussi aussi à intégrer des visions qui peuvent être un peu différentes. Voilà. Tout ça, ça se travaille, ça s'instruit, et vous avez plutôt intérêt à mettre des choses au vote quand vous avez construit ce consensus et quand vous avez ce que va faire ressortir le vote, pas tellement une majorité. C'est le fait qu'il y a un large consensus sur le fait que l'organisation souhaite s'engager dans cette direction. Pourquoi c'est important? Parce que on s'arrête beaucoup souvent sur la question de la décision. Or, et c'est souvent d'ailleurs une critique qui est faite aux organisations démocratiques, c'est de dire voilà, la démocratie ça prend beaucoup de temps, ça consomme beaucoup de moyens, les temps de décision sont trop longs, ça coûte beaucoup. Moi j'en ai une vision un peu différente qui est que faut regarder le processus de décision au-delà de la décision. C'est la décision derrière, c'est surtout est-ce qu'elle est appliquée, est-ce qu'elle est mise en œuvre, du coup dans quel délai, et quelle est l'implication, quelle est l'adhésion des membres à cette mise en œuvre. Décision n'est pas application, n'est pas mise en œuvre. Et vous avez si on sort des organisations de l'ASF, vous avez plein d'organisations où effectivement on prend des décisions rapides, mais ensuite vous avez une opposition de mise en œuvre sur le terrain qui fait que ça s'embourbe. Donc, passer du temps en amont à construire la décision, à construire l'adhésion, à construire une vision commune et une adhésion des membres à ce qui va être fait, c'est autant de temps
qui est gagné aussi derrière sur la mise en œuvre. Donc, le fait que ça prenne du temps, oui, ça prend du temps, mais il ne faut pas le regarder par rapport juste au fait de mettre au vote ou d'acter la décision. C'est le juge de paix, pour moi, c'est la mise en œuvre. Est-ce que derrière, c'est mis en œuvre? Est-ce que derrière, c'est investi par les membres? Et c'est plutôt à cette aune-là qu'il faut juger, selon moi, le temps que prend l'instruction et la décision démocratique. Alors, je vais m'arrêter là, avec quelques mots, sur un peu les perspectives ou les grandes évolutions contemporaines. Est-ce que dans l'animation du fonctionnement démocratique, il y a des choses qui se transforment aujourd'hui avec tous les outils, notamment de réseaux sociaux qui existent? Oui, il y a des nouvelles possibilités qui existent, notamment avec l'usage de réseaux sociaux internes. Vous pouvez introduire des réseaux sociaux d'entreprise, une espèce de Facebook privé. Ça peut être très utile, mais là, je dirais que ça peut être aussi totalement des coquilles vides. Et les premiers résultats qu'on a aujourd'hui, par exemple, sur un outil comme Yammer, qui est le réseau social d'entreprise développé par Microsoft, mais il y en a plein d'autres, c'est que ça peut être aussi bien une coquille vide qui n'est pas du tout investie par les gens qui sont déjà saturés de mails et d'autres possibilités d'échange, qu'un moteur de partage, vraiment, d'information, de création, voire d'innovation. Mais pour cela, ce n'est pas l'outil qui est déterminant, c'est vraiment comment vous le mettez, ce que moi j'appelle mettre en dispositif. C'est-à-dire que ça ne va pas s'auto-organiser, les gens ne vont pas venir spontanément échanger, raconter, dire tiens, ça serait bien si on faisait ça. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il va falloir que vous ayez des gens dans l'entreprise dont les missions, ça soit aussi de mobiliser, de proposer des initiatives, de proposer des espaces dans lesquels on va se dire tiens, on va mobiliser les gens pour travailler sur telle ou telle problématique. Ça s'anime, ça prend du temps, donc c'est un véritable investissement. Alors attention, ça peut tout à fait bien marcher. Derrière, c'est pareil. Quelle mise en œuvre, quel retour? Parce que si vous mobilisez les gens énormément, mais que derrière, il ne se passe rien, vous avez fait de la com, mais a priori, vous pouvez recommencer, ça m'étonnerait que ça marche à nouveau. D'accord? Donc l'enjeu, c'est toujours pareil, comment tout ça rebondit, s'inscrit, se traduit derrière dans le fonctionnement et dans l'activité. L'autre élément, alors qui est déjà à l'œuvre et pas mal mis en avant dans le texte de loi de 2014, c'est le développement du champ de l'ESS en tant que tel, et non pas des organisations de manière individuelle. C'est-à-dire de les développer aussi sous forme de ce qu'on appelle des clusters, c'est-à-dire des groupements territorialisés d'entreprises qui du coup partagent des opportunités, une connaissance croisée, qui peuvent faire circuler des connaissances, qui se mettent en réseau. Le cluster emblématique aujourd'hui, c'est la Silicon Valley. Donc comment on pense aussi le développement, au-delà de l'organisation dans laquelle vous serez amené à travailler, de ces réseaux qui sont en fait un moment qui contribuent à rendre un moment incontournable aussi ce type d'organisation dans le champ. Et c'est peut-être ce qui a pêché historiquement aussi dans la reconnaissance qu'il pouvait y avoir des modes d'organisation alternatifs pour les entreprises. Donc du coup, constituer ces écosystèmes, c'est aussi une manière de faire reconnaître que l'organisation, les modes d'organisation dans l'ESS ne sont pas des déviances à une norme, des trucs un peu bizarres, pour le dire trivialement, mais que ça a sa propre logique, que ça peut se constituer et avoir une place tout à fait légitime à côté d'autres activités. Voilà. En guise de conclusion et d'ouverture, je voudrais donc vous
vous redire que vous êtes aujourd'hui, depuis une petite dizaine d'années, au cœur de cette nouvelle vague de critique sociale et de développement de modèles alternatifs, qui ouvre plein de possibilités, que l'éclairage historique montre que souvent, ces vagues ont souvent été suivies de déceptions. Moi, mon interprétation de ces déceptions, c'est aussi qu'il y a souvent eu un effet déceptif parce que les attentes étaient assez disproportionnées par rapport aux capacités, aux moyens qu'il y avait. Alors aujourd'hui, on est peut-être justement à travers la structuration d'offres de formation, de réseaux, d'une loi, à un moment où il y a un renforcement progressif, où on est peut-être mieux armé pour penser et agir justement ces défis de l'ESS. Et donc du coup, plutôt qu'un désenchantement, ça serait au contraire j'espère, nourrir à travers cet échange un peu votre envie non pas de le prendre sur étagère, mais ce qu'il faut que vous développez, il n'y a pas de solution sur étagère, mais c'est des capacités à inventer vraiment ces fonctionnements collectifs, ouverts, inclusifs, et qui contribuent à impliquer leurs membres, dans leur devenir. Voilà. C'est à vous de l'inventer. Je vous remercie de votre attention et on en discute. Merci.